à la question de Mme Sarah El Haïry pour le groupe Modem, Modem et apparenté. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur la problématique des logements vacants dans les zones tendues. Pour lutter contre ce phénomène, une taxe sur les logements vacants a été instaurée en 1998. L'assiette de cette taxe a été élargie en 2013. Elle vise désormais les logements vacants depuis plus d'un an dans les territoires de plus de 50 000 habitants, où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement, entraînant donc des difficultés sérieuses au logement sur l'ensemble du parc résidentiel. La conséquence de cet élargissement est que la taxe sur les logements vacants s'applique désormais à 1151 communes contre 818 en 1998. Cependant, ces taxes ne semblent pas suffisantes. Selon l'INSEE, le nombre de logements vacants est en hausse et la proportion des logements vacants sur l'ensemble des logements est passée de 6,9 en 2009 à 7,9 en 2014, puis à 8,3 en 2016. Ce taux peut être beaucoup plus élevé, comme dans les 4 arrondissements centraux de Paris, où il peut atteindre jusqu'à 26% des logements qui sont inoccupés. Or, ces logements vacants ont de nombreux effets pervers sur le marché de l'immobilier et concourent donc à la situation où les prix du locatif augmentent fortement d'année en année. Selon l'Inspection générale des finances, 228 000 logements situés dans les zones tendues où le marché est encore très tendu seraient en situation de vacance durable, c'est-à-dire plus de 2 ans, d'inoccupation qui pourrait être mobilisée. Alors, Monsieur le Ministre, j'aimerais savoir s'il est envisagé d'augmenter la taxe sur les logements vacants, de la faire évoluer pour la rendre plus efficace, ou encore de participer davantage au choc de l'offre souhaité par le gouvernement pour lutter contre les loyers excessifs dans les zones tendues. Car si en plus se couple à ces phénomènes celui du Airbnb, je crains que l'offre attendue ne voit pas le jour dans les zones tendues. Donc, d'où la question sur cette problématique. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Non, Madame la députée, les logements vacants serait un euphémisme que de dire que c'est pour moi une obsession. C'est une obsession parce qu'intellectuellement, c'est vrai que quand vous considérez qu'il y a 3 millions de logements vacants, et il y a à peu près, c'est une autre problématique qui sont les bureaux vacants, j'y reviendrai, il y a à peu près entre 700 à 800 000 bureaux vacants sur Paris et près de 2,5 millions 700 à 800 000 mètres carrés de bureaux vacants et à peu près 2,5 millions de mètres carrés de bureaux vacants en Île-de-France, on se dit mais comment fait-on pour changer ça du jour au lendemain? Alors le problème c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît. Quelles sont les solutions? On a tout expertisé, tout et en collégialité, tout discuté pour essayer de voir quelles peuvent être les meilleures solutions. Il y a une première solution, effectivement, ce qu'on appelle la TLV, la taxe sur les logements vacants. Comme on dit, beaucoup ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est-à-dire que cette taxe sur les logements vacants, elle existe depuis beaucoup de temps et manifestement, elle n'a pas réussi à changer les choses. Aujourd'hui, la taxe sur les logements vacants, elle est très élevée. Elle est tellement élevée que c'est même pas évident de continuer à l'augmenter. Au bout d'un moment, par exemple, quand votre taxe sur les logements vacants devient aussi élevée que votre taxe d'habitation, c'est assez difficile à expliquer. Mais donc ça fait qu'on n'a pas eu le débat dans le dernier loi de finances, mais il ne faut rien s'interdire et on peut très bien y travailler cette année en prévision de la prochaine loi de finances. Le deuxième élément, c'est ce que je répondais tout à l'heure à la question de l'une de vos collègues, c'est qu'il faut comprendre pourquoi les propriétaires laissent leur logement vacant. Et là aussi, il y a, à mon avis, une approche assez clientéliste, si je puis dire, qu'il faut avoir. C'est-à-dire que les propriétaires qui aujourd'hui ne louent pas parce qu'ils considèrent que leur logement est insalubre et que ça leur coûte trop cher, eh ben, il faut les aider. Le propriétaire qui ne loue pas parce qu'aujourd'hui, il préfère ne pas s'embêter avec un locataire, eh bien, il faut lui expliquer pourquoi les dispositifs de garantie permettent de louer en toute sécurité et encore une fois en préservant tous les droits des locataires, qui est un point essentiel. Et puis vous avez aussi d'autres aspects qui me paraissent très importants, c'est ce qu'on appelle par exemple l'intermédiation locative. Comment vous arrivez à convaincre un certain nombre de propriétaires de louer leur logement à travers une association, et c'est l'association qui gère tout. C'est d'autant plus intéressant que ces associations louent le plus souvent à des gens en fragilité et créent la mixité sociale dont on parlait tout à l'heure. Donc les logements vacants, c'est un sujet essentiel, complexe. Les bureaux vacants, pour le coup, c'est tout aussi essentiel, peut-être tout aussi complexe, mais on aura des propositions très concrètes qu'on fera dans le projet de loi et dont on pourra rediscuter. Je vous remercie. La parole est à Max Mathiazin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le gouvernement prépare un projet de loi sur le logement qui soulève certaines inquiétudes, en particulier parmi les bailleurs sociaux et les élus.
Des ordonnances sur plusieurs sujets sont prévues, mais il est nécessaire que les parlementaires que nous sommes puissent s'exprimer sur les axes prioritaires de la réforme visant à développer la construction, à améliorer l'aménagement du territoire et à favoriser la mixité sociale. Dans le secteur du logement social, le gouvernement veut aller vers le regroupement des bailleurs sociaux, qui sont près de 800 actuellement. C'est pour lui une question d'efficacité des politiques publiques. Les regroupements vont entraîner des économies de structure, mais les bailleurs sociaux vont devoir trouver de nouvelles sources de financement, comme le recours à des fonds privés ou la vente de logements. Sur ce point, je souhaite que nous allions vers une meilleure sécurisation et une généralisation du système de location-accession. En ce qui concerne la réduction du nombre de bailleurs sociaux, le gouvernement compte-t-il que les regroupements se fassent par territoire précis, Monsieur le ministre, par nombre de logements ou par type d'organisme ou en fonction d'autres critères? Ces regroupements seront-ils rattachés aux collectivités locales? Est-ce qu'un régime particulier sera applicable aux départements d'outre-mer qui ne comptent que peu de bailleurs sociaux? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Dans la réforme du logement social, il y a 4 éléments. La réforme financière, on en a parlé. L'accession sociale, c'est-à-dire comment favoriser la vente aux locataires pour un certain nombre de personnes, nous en avons discuté. Il y a la revue des politiques de loyer. Et il y a le regroupement des bailleurs sociaux. Ce regroupement, encore une fois, il est appelé de ses voeux désormais par la quasi-totalité des acteurs, qu'ils soient office, qu'ils soient société ou qu'ils soient sous des formes juridiques différentes. Se pose maintenant la question de savoir quels sont les critères du regroupement. Ces critères du regroupement, ils devront être discutés dans le projet de loi logement. Aujourd'hui, nous n'avons rien établi, puisque nous attendons les discussions qui se tiennent en ce moment même dans le cadre de la conférence de consensus à laquelle plusieurs de vos de parlementaires participent, et que ce soit dans le débat parlementaire que nous aurons. Pour moi, il y a trois principaux axes. Le premier, c'est de se dire, est-ce qu'on fait des regroupements par nombre de logements? Mais ça, intuitivement, ça peut paraître assez séduisant. Moi, je pense que ça ne tient pas suffisamment compte de la spécificité des territoires. Donc, deuxièmement, est-ce que vous pouvez faire en revanche des regroupements, non pas au nombre de logements, mais que sur des périmètres territoriaux? Par exemple, est-ce qu'au niveau d'une intercommunalité, il est logique d'avoir plus de 2-3 bailleurs sociaux? C'est une question. Et troisième élément, comment, en tout état de cause, à chaque fois, vous faites en sorte que ces définitions soient faites en tenant compte des spécificités territoriales. Et donc aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a pu lire à droite et à gauche, il n'y a aucune décision qui est prise quant aux critères de regroupement. Il y a en revanche un processus de discussion avec les élus locaux, avec les parlementaires, pour déterminer quels devraient être les meilleurs critères. Est-ce que c'est en nombre? Est-ce que c'est en sphère géographique? Comment fait-on pour prendre en compte les spécificités territoriales? Et donc, c'est un des éléments inscrits à l'ordre du jour de la conférence de consensus. Et en tout état de cause, on le décidera ensemble dans le cadre du projet de loi logement qui sera discuté dans les prochaines semaines. Je vous remercie. La parole est à Jean-Luc Laglaise. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question comporte 3 volets et porte essentiellement sur l'article 55 de la loi SRU, qui définit des obligations de construction de logements sociaux pour certaines communes françaises. Tout d'abord, je souhaiterais savoir comment le gouvernement entend accompagner les communes de moins de 3 500 habitants et de moins de 1 500 habitants en Île-de-France afin d'éviter que, du jour au lendemain, une fois ce fameux seuil franchi, ces communes ne puissent autoriser que la seule construction de logements sociaux sur leur territoire, et ce pendant plusieurs années. À cet égard, serait-il possible de renforcer considérablement le dialogue entre les communes et les préfectures pour que des plans d'accompagnement et de transition soient mis en place, bien en amont du franchissement de ce seuil de population, afin que les communes bâtissent des plans de développement intelligents pour intégrer progressivement un vrai parc social, tout en continuant à construire des logements privés. Ensuite, j'aimerais savoir comment le gouvernement entend soutenir les communes zélées dans l'application de la loi SRU, mais qui se retrouvent soumises du jour au lendemain à un arrêté de carence pris par la préfecture et qui sont donc sanctionnées financièrement suite à des modifications du mode de calcul de l'inventaire contradictoire réalisé par les services de l'État. Je pense notamment à des communes comme Pêche-Beaunieu et Castelmourou qui sont situées dans ma circonscription et qui ont constaté une baisse de logements locatifs sociaux qui ne leur est pas imputable.
Finalement, alors que se déroule actuellement la conférence de consensus sur le logement et que les discussions portent sur le futur projet de loi sur l'évolution du logement et l'aménagement numérique, j'aimerais connaître les intentions du gouvernement quant aux principales dispositions de la loi SRU, notamment de cet article 55, et de son adaptation à la vraie vie de nos communes. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Sur votre premier point qui est l'accompagnement, alors il y a plusieurs éléments. Le premier, si ma mémoire est bonne, la loi égalité-citoyenneté prévoit déjà qu'il y a une exemption dans les 3 années qui viennent, une fois que vous rentrez dans le volet. Mais comme vous le dites, c'est trop court. Et donc la démarche qui est la nôtre, c'est avec nos représentants sur le territoire, notamment les préfets, comment, en essayant d'imaginer avec l'évolution démographique, si possible 3 ans en amont pour se laisser le laps de temps de 6 ans, comment nos services peuvent travailler avec les acteurs locaux en disant, ben voilà, et inévitablement dans les 3 ans, vous allez rentrer au-dessus du seuil, et donc dans 6 ans, vous devrez atteindre les engagements SRU. À ce moment-là, travaillons d'ores et déjà en amont pour s'équiper et commencer à faire avancer les projets. Premier point. Sur votre deuxième point, qui est de savoir est-ce que les sanctions sont toutes appliquées de la même manière, évidemment non. En même temps, c'est compliqué. J'en veux pour preuve ce que je vous disais tout à l'heure sur la période 2014-2016, les 650-660 communes qui sont reconnues comme ne respectant pas la loi SRU, seuls 270 ont fait l'objet d'un arrêté de carence, je ne sais pas exactement quel est le terme, mais bref, d'une déclaration d'un arrêté de carence et qui va donner ensuite lieu à des sanctions. Après, sur le troisième point que vous évoquez, c'est quel devenir de la loi SRU et comment, plus précisément, faire en sorte que la loi SRU puisse tenir compte des spécificités territoriales. Encore une fois, moi j'ai une conviction profonde, c'est que la loi SRU, elle est fondamentalement bonne pour s'assurer qu'il y ait de la construction de logements sociaux en France. Ayant dit cela, évidemment, il y a certaines caractéristiques territoriales, certaines réalités de terrain qui font que l'échéance de 2025, par exemple, elle est évidemment trop courte. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que vous apportez de la flexibilité à cet article 55 de la loi SRU ? Avec un risque, c'est que beaucoup considèrent, puisqu'il y a de la flexibilité, moi je lève le pied de l'accélérateur et je construis moins, ou est-ce que vous restez dans la même fermeté qui est la nôtre jusqu'à présent? Ce débat-là, on l'aura dans le cadre de la loi logement. Pour l'instant, il n'est pas tranché. Le projet de loi qu'on a présenté ne contient pas de modification de la loi SRU, mais parce qu'on aura le débat entre nous à cette occasion. Je vous remercie. Nous passons à la dernière question. Madame